gouvernement minoritaire, qu'est-ce qu'il fait? Il doit négocier avec les autres. Donc, si, disons, c'est le gouvernement, c'est le parti chrétien-démocrate uni, bon, c'était où? Là, qui a obtenu le plus de sièges. Il a, je ne sais pas moi, 100 sièges, 150 sur les 400, peu importe. Il ne peut pas former un gouvernement, il ne peut pas gouverner s'il ne négocie pas avec les syndicalistes, s'il ne négocie pas avec les écologistes, s'il ne négocie pas avec le parti des vieux, avec le parti des jeunes, le parti des étudiants, le parti des piétons, le parti de tout ce que vous voudrez. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne un Parlement qui fait des lois équilibrées dans lesquelles les conflits sociaux, qui sont des handicaps économiques incroyablement énormes, sont réglés en amont. Vous voyez ce que je veux dire? Alors voilà l'avantage de l'Allemagne. L'Allemagne, c'est pas parce que c'est des nazis qui travaillent comme des malades ou les Japonais, parce que moi ça me tue ça. Je pense que je fais des conférences comme ça partout dans le monde. Je sais, alors partout, je vous dirai, c'était à Cleveland, Wisconsin, États-Unis, un amphithéâtre comme ça, une université. On m'a invité, parce que je travaillais sur culture d'entreprise à l'époque, une conférence sur le management japonais, management américain. Évidemment, j'ai étalé toute la supériorité incroyable du management japonais par rapport au management américain. Et puis il y a une jeune fille je voyais à sa tête, c'était une tête algérienne. Vraiment. Sympathique. Alors elle me dit en anglais, oh, but it's their culture, it's not our culture. Je lui dis, mais c'est leur culture, c'est pas notre culture. Alors moi je lui réponds en arabe. Saïda. Saïda, Cleveland, Wisconsin, c'est ta culture. Et le Japon, non. Voilà. Pourquoi la culture américaine? C'est ta culture, et la culture japonaise, non. Pour quelle raison? Parce qu'on nous l'a foutu dans la tête. On nous a mis. Alors, vous avez tout à fait raison pour ce mot, Madame Universelle. C'est une autre façon aussi de jouer sur les mots et de formater ce qu'on appelle la fausse conscience. Quand vous prenez les livres traités d'économie appliquée, ou traités de management appliqué, principes et théories du management, quand il s'agit de management américain, on ne précise jamais traité de pratique économique américaine. C'est traité pratique économique, point. Management, point. Ça va? Mais quand c'est japonais, quand c'est allemand, quand c'est suédois, on ajoute l'adjectif. Principe management, japonais. Ah, attention, japonais. Pas bon. Alors, quand c'est juste management, traité d'économie, ça fait universel. Et quand on ajoute un linguistique, c'est un phénomène connu, quand on ajoute un adjectif à un mot, on le particularise. Alors ça met dans votre conscience l'idée que tout ce qui vient des États-Unis est universel, et ce qui vient du Japon est japonais. Ce qui vient d'Allemagne, c'est allemand. Je suis un des Suédois, donc c'est pas pour moi. Rien. Pourquoi? Aucune raison. Alors, ce qui me flingue le plus aussi, c'est les suicides. Au Japon, dès que je n'ai pas fini de prononcer deux phrases sur le Japon, qu'il y a un ou une chevron, il se suicide. Ils adorent se suicider, les Japonais. C'est leur hobby national. Tous les matins, ils se disent, alors, on se suicide, là. Laissez-les se suicider. Mais faites des Honda. Faites des Toyota. Et ne vous suicidez pas.
Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire? Comment on trouve des moyens pour vous faire croire qu'il y a un système qui est bon, qui est supérieur, qui est universel, et etc., etc. Et d'autres qu'il ne faut surtout pas en approcher. Je suis ça, c'est ça le problème. Ils adorent se suicider, laissez se suicider. Mais s'il vous plaît, dans le système scolaire, je crois qu'il y a un fort pourcentage de suicides des Japonais. Oui, mais il faut comprendre maintenant ce que signifie, vous savez, si vous voulez comprendre ce que signifie le suicide chez les Japonais ou les Asiatiques en général, il faudrait lire Yukio Mishima. On en a fait un film d'ailleurs. Le livre s'appelle La mort en été. Lui-même s'est fait harakiri à 40 ans, en 1972. Et dans ce livre, La mort en été, il explique comment, dans l'esprit samouraï, le suicide chez le japonais signifie s'élever. Alors il y a un autre livre que je vous conseille, si vous pouvez le trouver, Maurice Pinguet, c'est un anthropologue, qui s'intitule La mort volontaire au Japon. La mort volontaire au Japon, pas le suicide, la mort volontaire. Alors, ce qu'il explique, c'est que la mort volontaire, les Japonais qui s'infligent la mort, c'est l'ultime porte de sortie. Je ne sais pas si vous avez vu le film de Kurosawa Harakiri, non? Magnifique, ça explique ce que signifie Harakiri, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et donc, la mort volontaire au Japon, ce n'est pas un acte de désespoir. Le Japonais qui se suicide, ce n'est pas un acte de désespoir, c'est un acte d'ultime victoire. Un jeune, c'est vrai, les jeunes, pourquoi? Parce qu'au Japon, il y a la compétition à l'école, etc., est féroce. Mais ce n'est pas une compétition les uns contre les autres. C'est une compétition chacun contre soi-même. Chacun, dans le système de notation. Même en Allemagne, d'ailleurs. J'ai enseigné en Allemagne, j'ai enseigné en Scandinavie. On ne note pas les uns par rapport aux autres. On vous note par rapport à vous-même. Et tout le monde dans l'école, ou dans le lycée, ou dans l'université, a le même uniforme. Et l'entretien de l'école, du lycée, qu'on appelle le gymnasium, ou de l'université, est fait par les élèves et les étudiants. Alors quand c'est eux qui balayent, qui essuient les vitres, ils ne vont pas s'amuser à les casser comme aux États-Unis. Ils ont tous le même uniforme, ça veut dire qu'on ne sait pas qui est le fils à eux, qui est le fils à machin, qui est la fille d'eux, qui est Marrakech. Tout le monde a les mêmes chaussures, tout le monde, il n'y a pas Reebok, machin, Lacoste, Volo. Tout ça pour inculquer l'esprit de communauté, de collaboration. Donc, ce qui arrive, c'est que, comme on est noté par rapport à soi-même, alors qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, mais ça fait partie de la conférence aussi, parce que ça fait partie du capitalisme industriel, ça nourrit son esprit. Chaque semaine, ils sont notés, chaque lundi. Donc, on dit à tel élève, par exemple, ben tiens, cette semaine, en mathématiques ça va, littérature ça va, poésie ça va, mais histoire, ça a dégringolé. Donc toute cette semaine, tu travailles l'histoire. Toi, histoire ça va, littérature ça va, les maths, donc tu travailles les maths. Vous voyez, donc, on pousse les gens à aller au maximum d'eux-mêmes. Parce que si je considère ma valeur en termes d'être supérieur ou inférieur à l'autre, je peux m'arranger pour le rendre artificiellement inférieur, pour me donner l'illusion que je suis supérieur. Vous comprenez? Donc ça n'existe pas. La compétition, la motivation, c'est contre soi-même. Alors, le suicide, c'est quand on a le sentiment, je l'explique, le sentiment d'avoir, chez le Japonais, d'avoir abouti à son maximum et de n'avoir pas réussi à satisfaire l'honneur du clan, qu'ils appellent perdre la face. La dignité, pardon. Et là, faire perdre la face à son clan parce qu'on a échoué à un examen
alors que la famille a sacrifié de l'argent parce qu'ils fréquentent 2 écoles souvent, le samedi, le dimanche, etc. Eh bien, mais maintenant, c'est beaucoup moins, par exemple, qu'en Angleterre ou en Hongrie, ou même aux États-Unis. Donc, faites attention. Et pourquoi d'ailleurs c'est beaucoup? Pourquoi ils le font? La harakiri, ce que ça signifie. Ben, ça signifie ça. Je vous dis tout ça parce que, je sais pas moi, je ne vais pas m'attarder sur des trucs économiques, de gestion, toutes choses que vous connaissez, des bonnes notes. Là. Mais tout ça, c'est des fondements qu'il faut comprendre. On ne peut pas comprendre pourquoi notre pays, l'Algérie, est dans une malédiction qu'on ne sait pas d'où elle vient et pourquoi, et qui nous fait mourir de rage si on ne comprend pas les fondements des choses. Mais bien entendu, l'ignorance diplômée, madame. L'ignorance diplômée, madame. Elle est diplômée ignorante. Et j'en ai, hein, dans mes classes, dans mes cours, j'en reçois. Alors regardez ce que ça veut dire le suicide. Vous avez combien? C'est l'ultime sortie, l'ultime acte de victoire. Ce n'est pas un acte de désespoir. Pourquoi la tradition, c'est ici? Bon, ils le font moins. La sincérité se trouve au niveau du plexus solaire. Le hara. On appelle ça le hara. Et donc, hara, qui, c'est là que ça vient. Alors, quand le samouraï dit ça, ça veut dire qu'il montre à son shogun, son seigneur, son clan, sa sincérité. Il a été au bout de sa sincérité, mais malheureusement, il n'est pas allé. Donc, ultime sortie pour lui et pour le clan. Alors ça se transpose dans le management et l'économie. Tous les noms d'entreprises japonaises et chinoises d'ailleurs aussi, coréennes aussi que vous connaissez, les Daibatsu, les Arebol, tout ça, c'est des noms d'anciens shoguns et seigneurs de l'avant-ère Meiji, qui est l'ère de la modernité. Toyota, Yamaha, etc., tout ça, Daewoo, tout ça, c'est des noms d'anciens. Donc ils ont gardé l'esprit de avant l'ère Meiji, c'est-à-dire à 3 niveaux. Le shogun, qui donne le nom, le clan, le prince, le seigneur, qui donne la terre aussi, le territoire. Le samouraï, qui défend le territoire et le clan du shogun, et le paysan, qui fait le riz, etc., qui nourrit le samouraï, lequel samouraï défend le paysan contre les razzias, etc. Donc chacun a besoin de l'autre. Donc il y a une espèce de solidarité qui existait aussi en Allemagne, très grande ressemblance avec l'Allemagne, du temps de ce qu'on appelait le village nordique-gothique. Vous trouvez ça dans Max Weber, ceux qui connaissent, ceux qui veulent connaître, Max Weber, histoire économique, dans le village nordique antique, le Moyen-Âge, quand en France, en Angleterre, par exemple, le seigneur prenait les décisions selon son bon plaisir. Louis XIV, l'État c'est moi. C'est notre bon plaisir. Eh bien, dans le village nordique antique, non. Le seigneur ne pouvait pas prendre des décisions. Il ne pouvait prendre de décisions qu'après négociation et consensus avec 2 assemblées différentes. Une assemblée qui s'appelait la Diète, qui était l'assemblée des notables. Les notables, les petits seigneurs, les barons, etc., les instruits, les gendarmes, les professeurs, je ne sais pas quoi, les notables. Deuxième assemblée, ça s'appelait l'assemblée des hommes libres. Et cette assemblée des hommes libres, c'était ce qui était le cercle en France, les ouvriers, les artisans. Donc, ce qui s'est passé, alors voilà notre malheur, un de nos malheurs boliviens, c'est ça. C'est que la France, l'Angleterre, les États-Unis, tous ces pays-là, particulièrement les capitalistes financiers, ont intégré la révolution industrielle en détruisant le système préexistant. Ça va? Donc ils ont détruit le système féodal et pré-féodal, qui était sur certains côtés mauvais, mais sur certains côtés. Vous savez par exemple qu'un seigneur féodal ou pré-industriel jusqu'au XVIIIe siècle,
le cerf, l'ouvrier qui travaille sa terre, il garde ses animaux, tout ça, il était attaché à la terre. Pourquoi attaché à la terre? Parce que c'est l'intérêt du Seigneur. Parce qu'il faut des bras. Donc les familles qui sont sur cette terre, elles ne peuvent pas aller ailleurs. Elles sont attachées à la terre. Elles sont attachées à la glèbe. Donc, quand il y avait des familles, mauvaise récolte, eh bien le Seigneur, il ouvrait son garde-manger, il ouvrait sa cave, il ouvrait son cellier, il ouvrait sa grange, et il disait à tous les serfs, allez, est-ce que vous voyez aujourd'hui un patron, quand il y a du chômage, quand il y a des pertes, quand il y a récession, qui dit aux ouvriers et aux chômeurs, venez à ma salle à manger, voilà, nourrissez-vous. Bon, alors j'ai une nouvelle pour vous. L'ouvrier d'aujourd'hui est infiniment plus maltraité que le cerf du Moyen-Âge. Et on vous fait comparer ce qui ne se compare pas. Et on vous dit, regardez le progrès. Regardez les esclaves, comment ils vivaient, regardez les cerfs, comment ils vivaient, et regardez l'ouvrier de l'autre. Bon. D'abord, de quel ouvrier on parle? L'ouvrier de Cotonou, de Ouagadougou, de Paris, de New York. De quel ouvrier on parle? Si on parle de l'un ou de l'autre, ça n'a rien à voir. Bon, ensuite cette comparaison n'a pas lieu d'être. La comparaison logique, intelligente à faire, c'est la comparaison entre le niveau de vie du cerf du Moyen-Âge et son seigneur moyen. Et le niveau de vie de l'ouvrier d'aujourd'hui avec son patron. C'est ça qu'il faut comparer, pas ça. Mais évidemment, c'est ce que Marx appelait la superstructure. La superstructure, c'est la culture, l'instruction, l'université, l'école, les livres, tout ça. Tout ça est fabriqué pour servir la classe dominante. Bon, alors on a fait un peu une digression sur le seppuku, sur tout ça, sur le Japon, mais c'est pas utile non plus. Alors quand je parle d'Allemagne, alors là j'ai autre chose. L'Allemagne et les Suédois. Ah, les Allemands, c'était des nazis, gueule. C'était des nazis, c'était des nazis. Est-ce que le fait d'être nazi explique que la Mercedes est infiniment mieux que la Peugeot? Quel rapport? Vous voyez comment on fait des rapports? Argument de non-sens, argument d'amalgame. Tout ça pour éviter que monsieur et madame Lambda s'intéressent au modèle allemand. Surtout pas. Parce que si on s'y intéresse, on va trouver des choses. Est-ce que vous avez vu le dernier film de Michael Moore, Where to Invade Next? Non, alors voyez-le, c'est le vidéoclub, Where to Invade Next, ou envahir, ou suivant. Voilà. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le tour d'un certain nombre de pays, dont la Tunisie, et où il a répertorié tout ce que les citoyens ont et que les citoyens américains n'ont pas. Alors, je vais vous parler de deux cas, l'Italie et la Tunisie. L'Italie, par exemple, il a découvert, moi aussi d'ailleurs, je ne savais pas, que l'Italien moyen avait jusqu'à 4 mois de vacances payées par an. Noël, 13e mois. Janvier, 14e mois. 4 mois de vacances payées. S'il a des jumeaux ou des triplés, l'État prend en charge. Toute la famille. Tout le monde. Alors Michael Moore filmait tout ça, il interviewait les gens. 4 mois de vacances payées, de 1 an pour maternité ou paternité. S'il y a des jumeaux, on s'occupe de tout. Alors je vais importer ça aux États-Unis. Et vous savez ce qu'il a trouvé en Tunisie? Que les Tunisiens ont et que les Américains n'ont pas. Le droit de la femme. La femme tunisienne a infiniment plus de droits que la femme américaine. Eh oui! Eh oui, monsieur! Eh oui! Ouais. Alors, voyez, monsieur, where do we invade next? Bon. Donc, alors, je vous parle de ça parce que
en entretien, ce qu'on appelle la superstructure, c'est aussi la télévision, c'est aussi les journaux, c'est aussi les discours politiques. Toute cette superstructure a une mission et une seule, c'est vous maintenir dans une certaine conception de l'ordre des choses, qu'on appelle l'idéologie. Et donc vous maintenir dans le fait de pouvoir, oui c'est vrai, le patron il a 15 Mercedes, moi je ne peux même pas m'acheter une bicyclette parce qu'il faut être compétitif, c'est normal. Alors ça m'est arrivé récemment avec un syndicat au Canada. Une entreprise qui faisait des profits, vous le savez maintenant, la gestion, c'est plus de gestion. La gestion, c'est coupé. D'ailleurs, en France, etc., il existe des MBA, des diplômes de gestion, ressources humaines, option licenciement. On est où, là? Il n'y a plus de gestion. La gestion, c'est couper. C'est la tronçonneuse. En avant. Alors, on vous justifie ça par la compétitivité. Alors moi, j'ai une idée de business. Je vais lancer la compétitivité familiale. Voir les familles, les pères de famille, tout ça. Le salaire baisse, le revenu baisse. Une famille, par exemple, où le père de famille a perdu 25% de son salaire. Il a 4 enfants. Je vais voir ses enfants, je les réunis, je suis consultant en compétitivité. Est-ce que vous voulez que votre papa soit le moins compétitif de la rue? Ils vont dire non. Alors si vous voulez qu'il soit le moins compétitif de la rue, c'est bien le dernier enfant, on l'abolit. C'est exactement ça qui se passe dans les entreprises. C'est ça qu'on appelle compétitivité. C'est appauvrir de plus en plus les mêmes pour toujours enrichir de plus en plus les mêmes. Et on vous présente ça comme de la science. Bon, on vous dit ce syndicat à Montréal qui m'appelle pour que je les aide à se défendre. Ils font des profils, ils licencient. Ah, basta. Ils font des profils, ils licencient pas. Au Japon, impossible. Même quand ils font des pertes, maintenant la même chose. Le Japon a copié l'Allemagne, la Scandinavie a copié l'Allemagne, tous ces gens-là ont copié l'Allemagne. Le modèle allemand. Un patron qui licencie, c'est un patron qui perd la face. Chouma, Eid, Haram. Un patron ne peut pas licencier. S'il licencie, ça veut dire qu'il a échoué. Parce que c'est lui le patron. Alors qu'est-ce qu'ils font au Japon et en Corée et tout ça? Quand l'entreprise fait des pertes, quand ça va mal, quand il y a récession, quand il y a machin, c'est le PDG qui, le premier, réunit le syndicat, les ouvriers, tout le monde, et qu'est-ce qu'il fait? Il demande pardon. Pardon, c'est moi le responsable, c'est moi j'ai mal décidé, j'ai mal géré, même si les décisions se prennent dans le s'applique, mais c'est lui le patron, pardon. Et il annonce les sacrifices qu'il va faire. Je ne prends pas de vacances cette année. Je baisse mon salaire de 30%. Je ne prends pas de prime. Je n'utilise plus de voiture de fonction. Voilà les sacrifices que je fais parce que j'ai pris des mauvaises décisions. Et ensuite, les employés, eux, annoncent au patron les sacrifices qu'eux vont faire pour suivre l'exemple du patron. Alors vous savez, juste en nombre de journées de grève perdues, nombre de journées de grève perdues, contre le capitalisme financier, Canada, États-Unis, France, etc., et le capitalisme industriel, Allemagne, Japon, nombre de journées de grève perdues, il y a un différentiel de productivité d'environ 30%. Quand il y a 20 grèves par mois aux États-Unis, il y en a 2 par an en Allemagne. Pourquoi? Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure. Tous les conflits qui sont réglés en amont, par les négociations entre les différents composants du gouvernement. Ça va?
quand le syndicat au gouvernement discute avec le ministre du Travail au gouvernement, hein, eh bien, il y a des milliers de problèmes qui sont évités dans les entreprises, qui ne se créent pas en aval, parce qu'ils sont déjà résolus en amont, écologiques, etc., etc., etc. Alors c'est tout ça qu'il faut regarder. Donc, si vous voulez, voilà, l'esprit que je voulais mettre dans cette conférence, c'est d'essayer de partager avec vous, pas de vous faire comprendre, je ne peux pas avoir cette ambition, ou cette prétention, mais juste de partager avec vous l'idée qu'il faut comprendre les choses globalement. On ne peut pas saucissonner, on ne peut pas couper l'économie à part, la politique à part, ceci, non. Tout est lié, tout est interdit. Donc, la façon dont on fait la politique, dont on fait les élections, dont on forme les gouvernements, etc., ben, tout ça, ça a aussi une influence sur l'économie. Bon, alors je reviens au sujet principal, Aristote. Aristote va apparaître là. Encore 10 minutes. D'accord. On a dépassé l'heure. Voilà. Ouh là là. Alors, on va voter démocratiquement. Combien de minutes vous voulez encore? Une demi-heure. Ah, On est en débat ou on préférez lui parler? non, mais on va perdre la salle. Il y a un risque. À 16h30, il y a un risque. Ah, 16h30, réserve. Bon, alors, Aristote. Bon, donc, Aristote va apparaître la monnaie. La monnaie est apparue au 7e siècle avant Jésus-Christ. Donc, grosso modo, l'île de Crète. Bon, voilà qui est apparue. Et donc, Aristote, 4e siècle avant Jésus-Christ, voyait la monnaie monter. C'est nouveau. La monnaie n'existait pas dans l'humanité. Jusque-là, les échanges êtres humains, dont je parlais tout à l'heure, l'économie, la gestion, c'est des êtres humains en situation de production, et l'économie, c'est des êtres humains en situation d'échange de ce qu'ils ont produit. Vous enlevez l'être humain et il n'y a plus rien. Alors, quelle société allons-nous devenir quand toute la production sera robotisée? Un robot, est-ce qu'il consomme? Il est pas. Il imagine. Il invente. Les premiers pays qui sont robotisés, c'est le Japon et l'Allemagne. Vous savez pourquoi? Dans les 70. Parce que leurs produits étaient tellement en demande que la main-d'œuvre ne suffisait pas. Donc ils ont ajouté des robots à côté de l'ouvrier. Pas pour éliminer l'ouvrier. Tandis que la France, là, les États-Unis sont robotisés, pourquoi? Pour éliminer l'ouvrier. Bien sûr, le robot ne vous souhaite pas, il ne fait pas de syndicat, il ne fait pas de grève. Le robot, oui, mais le problème, c'est que le robot, il n'imagine pas. Le robot, il ne voit pas la réaction du client. Le robot, il ne rend pas compte de la situation globale. Le robot, il n'épargne pas. Le robot, c'est un problème. Ça a des limites, le robot. Bon. Mais on va faire ça. Bon, alors, je parlais tout à l'heure, puis je n'avais pas terminé sur la question, on va revenir avec ça. La monnaie, donc, nouveau dans l'humanité, avant, les échanges se faisaient par ce qu'on appelait dépôt-conciliation. C'est-à-dire que vous avez du blé avant, et vous avez besoin de chaussures, d'accord? Alors, au lieu de vous trimballer avec des chariots de blé sur 200 km pour aller chercher un chariot de chaussures, il y avait ce qu'on appelait des entrepôts, dépôts et conciliation, qui étaient à mi-chemin, enfin à des distances, disons, abordables, où chacun laissait ses marchandises. Et on les laissait soit contre des plaquettes d'argent, donc une certaine plaquette d'argent ou d'or représente tant de sacs de blé, ou tant de paires de chaussures. Alors, celui chez qui vous mettez en dépôt votre marchandise vous donne l'équivalent en plaquettes et vous voyagez avec ces plaquettes.
Et la personne avec qui vous échangez vos chaussures, vous lui donnez votre plaquette, il vous donne la vôtre, et vous allez dans chacun des dépôts pour récupérer l'équivalent de votre plaquette. Et le propriétaire du dépôt, il prend un pourcentage dessus. Bon. Vous faites bien la chaussure. Bon. Après, c'est devenu parchemin. En parchemin, le dépositaire note la quantité, il signe, et le propriétaire du dépôt signe aussi. Et il coupe en deux. Et alors, la personne qui revient, après quelques semaines, se présenter avec la deuxième partie du parchemin, et qui coïncide exactement avec celle qu'a conservé le dépôt, eh bien, il sait que c'est à vous qu'il faudrait la main. C'est de là que vient le mot contrôle. Le rôle et le contre-rôle. Voilà l'origine du mot contrôle. Bon. Donc, c'est comme ça que ça se passait. Alors arrive la monnaie. Et Aristote dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oui. Et il s'aperçoit d'une chose. Mais vite, Aristote c'est beaucoup plus compliqué, mais on va simplifier. Il se dit, mais la monnaie, telle que je vois les gens jouer avec, c'est quelque chose qui apporte à l'humanité une idée qui n'a jamais existé pour les êtres humains. C'est l'idée d'accumulation à l'infini. Aucun être humain avant la monnaie ne pouvait avoir l'idée d'accumuler à l'infini des sacs de blé. Vous êtes malade. Ou accumuler à l'infini des chaussures. Mais boule. Donc la monnaie, dit Aristote, attention, elle a deux côtés. Ce que Keynes va beaucoup développer après dans sa théorie sur la monnaie, mais Aristote a posé les jalons. Il dit le bon côté de la monnaie, c'est de faciliter le commerce. C'est plus facile de voyager avec une bourse, avec quelques pièces d'or et tout ça, et faire des échanges universels, que de voyager avec des sacs de blé, des bidons d'huile. Bon, ça va. Mais le mauvais côté, c'est que ça donne à l'être humain une illusion que jamais l'être humain n'a connue, c'est l'illusion de l'accumulation à l'infini. Et Aristote dit, dans notre planète, alors on arrive à la planète, il n'y a rien d'infini. Notre monde est fini. Et Aristote ajoute cette phrase extraordinaire, pour faire l'infini dans le fini, il faut détruire. Il y a quelqu'un qui peut me dire que notre monde est moins détruit que du temps d'Aristote? Bon. Alors voilà donc l'essence du capitalisme financier, how to make money, accumuler à l'infini, mais l'accumulation à l'infini est impossible dans un monde fini. Prenons la croissance. Quel candidat politique va dire votez pour moi, j'arrête la croissance? Tout le monde veut augmenter la croissance. Cette croissance, elle ne s'arrête jamais. On va croître jusqu'où? Oui. Alors, prenons un exemple. 4%. 4% de taux de croissance. 4%, prenez la formule du taux d'intérêt composé. 4% de taux de croissance, c'est pas beaucoup, hein, par an, ça donne tout multiplié par 2 tous les 15 ans. Vous entendez là? 4%, taux de croissance. Formule d'intérêt composé, tout environ, et multiplié par 2 tous les 15 ans. Tout. C'est-à-dire chaussures, voitures, motos, immeubles, routes, autoroutes, chemins de fer, hôpitaux, tout. Merguez, tout multiplié par 2 tous les 15 ans. Combien de fois 15 ans dans un siècle? 7, environ. Ça nous donne 2 à la 7. Est-ce que ça donne 2 à la 7? 128. Est-ce que vous imaginez qu'à la fin de ce siècle, qu'on ait à Alger 128 fois plus d'aéroports? Vous
Vous aurez tous des avions? Mais c'est inouï. Comment? Vraiment, je n'arrive pas à comprendre. N'importe quel animal le comprend. Vous prenez les loups, les ours, les lions. Alors, on prend souvent ces exemples-là dans le management américain pour justifier le leader, les séducteurs faciles, gratifiants. Je suis le chef, non, waouh, c'est moi la lumière. Ils en rajoutent. Ça sert très bien. Un professeur de management américain qui écrit un livre de Chita, moi je connais des tas de patrons qui sont prêts à payer des consultants qui viennent de l'université américaine, vous savez, américaine, oh, B, et qui me dit tu es un stratège. Je suis prêt à lui donner 100 000 $. Stratège. C'est ça, c'est tout. C'est là. 4%. C'est rien. Imaginez, la machine, c'est 12%. Là, ils sont descendus à 9. Mais est-ce que vous pouvez imaginer notre planète, que toute la planète fasse 4%, juste 4% de croissance annuelle? Alors, qu'est-ce que ça donne, ça? Ça donne quelque chose qu'on appelle le Earth Overshoot Day. Earth Overshoot Day, c'est un indice calculé par un institut américain qui donne la date depuis 1970 de chaque année, la date à laquelle on a épuisé ce que la planète ne donne qu'au bout de l'année, toute l'année. Alors aujourd'hui, on utilise 1,5 fois ce que la planète donne par an. Donc maintenant, 2017, on vit sur 6 mois de crédit de 2018. Alors cet indice, il est calculé comment? Ils prennent tous les principaux intrants de l'économie. D'ailleurs, ça va depuis les minerais jusqu'à l'eau. En passant par l'énergie, le pétrole, le bois, etc. Et ils calculent l'indice en question en fonction du taux de régénération de tous ces intrants par la planète. En 1970, le Earth Overshoot Day, c'était le 8 décembre. Le 8 décembre 1970, on vivait, alors là on est dans le rapport capital-nature. On était au 8 décembre, on vivait avec presque un mois de crédit de 71. Voilà. On saute les années. 93. Le Earth Overshoot Day était le 21 octobre. Mais que le 21 octobre 93, on vivait avec 2 mois et demi de crédit de 94. 2003, c'était le 22 septembre. C'est-à-dire que le 22 septembre 2003, on vivait avec 4 mois de crédit 2004. 2016, c'était le 13 août. Donc ça veut dire que depuis le 13 août 2016, nous vivions sur 5 mois de crédit de 2017. Et 2017 par rapport à 2018, on en est à 6 mois. Alors le jour où cette date arrivera, le 1er janvier, il n'y aura plus de planète. Fini. Vous savez, si le 1er janvier, on enlève la planète puisqu'elle ne donne qu'au 31 décembre, plus de planète. Bon. Donc, alors, si la planète vivait, je vais vous donner quelques chiffres et puis je vais conclure. Si la planète vivait au niveau du Canada, pas des États-Unis, du Canada, qui est un niveau de vie à peu près 2 tiers des États-Unis, il nous faudrait immédiatement 3 planètes et demie. Alors voilà l'autre problème que ça pose. Le problème du rattrapage. Quand on vous dit, faites ce que vous dit le FMI,
faites ce que vous dit la Banque mondiale, faites ce que vous dit, et vous allez rattraper les États-Unis. Mais si on rattrape les États-Unis, on tue la planète. Ça va à la tête, oui. Impossible. Alors, un laptop. Vous avez tous un laptop, un portable. Vous savez combien de tonnes de terre il faut remuer, donc abîmer, pour faire un laptop? 8 tonnes. Et 70% d'eau. Alors imaginez que chaque Chinois ait un laptop. Multipliez 1,5 milliard par 8 tonnes, qu'est-ce qui reste de la planète? Alors vous voyez un peu le problème? Donc je vais conclure sur le lien entre le droit du capitalisme financier et le droit du capitalisme industriel, droit de la vie. Alors, capitalisme financier, automatiquement. Automatiquement, c'est ce que je dis à mes étudiants. Doctorat, par exemple. Au Canada, on a des étudiants qui viennent des États-Unis parce que c'est moins cher. Ils payent moins cher au Canada qu'aux États-Unis. Alors, américain, canadien, n'importe. Doctorat. Je vais poser la question. Pourquoi vous faites un doctorat en management, en gestion? Pourquoi? Vous avez un MBA, pour être plus efficace. Qu'est-ce que ça veut dire plus efficace? Gérer mieux. Qu'est-ce que ça veut dire gérer mieux? Plus efficient. Qu'est-ce que ça veut dire plus efficient? Notre monde, aujourd'hui, est bien géré. Pourtant, on n'a jamais eu autant de diplômés en gestion. On a des problèmes, là. Plus on a des diplômés en gestion, plus c'est la pagaille. Il faut arrêter d'enseigner la gestion. C'est ce qui ne va pas. Ou ce qu'on enseigne en gestion ne correspond pas à la réalité, ou la réalité n'a rien à voir avec ce qu'on enseigne dans les mais il y a un problème. Alors j'ai fait le calcul. Si on continue comme ça, vous avez des écoles de gestion plus là, à Alger, il y en a combien par quartier? Il y en a combien? C'est dans le monde entier, partout. Pourquoi? Parce que les parents, ils poussent leurs enfants à aller dans des écoles à faire business, gestion. Parce qu'ils s'imaginent qu'à partir du moment où vous avez un diplôme de business, vous êtes businessman. Ça y est. Alors j'ai fait le calcul. Nombre approximatif, estimé, d'écoles de gestion qui poussent par an dans le monde, d'ici 2070, à peu près 80% des habitants de la planète seront MBA. Ils vont se gérer entre eux. Des MBA vont travailler pour des MBA. Vous savez ce que c'est MBA, oui? Master of Business Administration, maîtrise de l'administration des affaires. Bon. Alors, on va aller où avec cette logique? How to make money. Alors, si on ne s'interroge pas sur ces fondements, on ne peut pas comprendre ce qui nous arrive. Et on se met à faire des politiques économiques, des projets de politique économique, des soi-disant nouveaux modèles économiques, etc., qui sont des listes de bonnes intentions, de déclarations de bons sentiments, mais qui s'inscrivent dans des fondements qui sont fondamentalement destructeurs. Alors, si on ne s'interroge pas sur ces fondements, et qu'on reste au niveau superficiel, eh bien, on ne s'en sortira jamais. C'est ce qu'un grand épistémologue américain, Chris Hadley, s'appelle le double learning par rapport au single loop learning. Double loop, l'apprentissage de double boucle, c'est l'apprentissage, l'enseignement, etc., qui permet de remettre en question les fondements, les pre-assumptions, les présupposés. Le single loop learning, apprentissage à un seul boucle, c'est l'apprentissage qui fait reproduire. Donc, quand on forme des gestionnaires qui reproduisent ce que les formés en gestion d'avant eux ont fait, on détruit. Alors qu'il faut former des gestionnaires capables de remettre en question ce que les gestionnaires qui ont été formés avant eux ont fait
de mal. Mais ils ne sont pas formés pour ça. Alors prenez, je ne sais pas s'il y a des étudiants en gestion ici, l'économie c'est la même chose. En économie, business economics en particulier, en business school, en gestion, on enseigne des théories de la motivation, de la stratégie, de la production, de ceci, de cela, etc., qui datent de la plus récente des années 60. Est-ce que notre monde d'aujourd'hui, c'est le monde des années 60? Je ne sais pas s'il y en a qui sont formés en gestion ici, voilà, on a des motivations. Qu'est-ce qu'on a ajouté pour le leadership? Qu'est-ce qu'on a ajouté aux théories de la motivation ou du leadership depuis Maslow, Barnard, Chandler, Hansoff, Herzberg? Qu'est-ce qu'on a ajouté? Voilà. Des mots, par-ci par-là. On ajoute un mot à une théorie, comme Michael Porter par exemple, que je considère comme un criminel contre l'humanité. Michael Porter, le grand stratège, stratégiste, beaucoup de nos consultants se targuent de sa preuve, se baignent de Michael Porter. On fera une conférence sur Michael Porter. Je vous jure, ce type, vous le faites examiner par un vétérinaire, il vous en certificat Ahmad. Tellement, il a écrit sur l'économie, c'est des bêtises inouïes. J'ai jamais lu autant de bêtises au centimètre carré. Bon, j'ai écrit une critique, non, il n'y a pas, un livre qui n'est pas encore publié en Algérie. Il s'appelle Management en tradition et renouvellement. Donc, alors, voyez-vous, on n'a rien ajouté à toutes ces théories qui datent des années 40, des années 50, des années 60, du siècle dernier. Et ça s'appelle les 30 glorieuses, c'est-à-dire les années de croissance. Donc tout le management américain, que je n'arrête pas de dénoncer, est un management qui a été fait pour une période de croissance. Et là, on est en décroissance. Donc ça ne va plus. Il faut changer. Ça ne marche plus. On n'est pas en croissance. On ne gère pas la croissance comme on gère la décroissance. Mais comme on veut faire croître les profits, bien évidemment, comme on est en décroissance, il faut faire décroître les deux autres facteurs. Le travail et la nature. Ce qui fait dire à un ami économiste, qui a été tué malheureusement, à Charlie Hebdo, Bernard Marie, on a fait un film ensemble avec Noam Chomsky qui s'appelle L'encerclement, cherchez si vous trouvez dans Internet. Et ça s'appelle Henri Bernard, très grand économiste, agrégé d'économie, tout ça. Il a employé cette formule lapidaire, incroyable. Ce n'est plus les profits qui font l'emploi et la croissance, c'est le chômage et la pollution qui font les profits. Et il a parfaitement raison. C'est le chômage et la pollution qui font le profit. Prenons le PNB. Il n'y a pas un politicien qui va vous dire « Votez pour moi, je vais arrêter le PNB ». Vous voulez que je vous donne des conseils gratuits pour le PNB? Vous pourrez les donner à M. le Premier ministre. Doubler le PNB de l'Algérie. On organise un divorce national. Il y a des gens mariés ici? Non. Chez Mondio. Vous voulez doubler, vous êtes des patriotes. Vous voulez doubler le PIB de l'Algérie? Divorcez. Parce que pour chaque divorce, il faut 2 avocats, 2 appartements, 2 frigos, 2 voitures. Et le PNB double. Tous les Algériens déprimés, mais les économistes et le Premier ministre heureux. PNB a doublé. Organisons un accident national. Que tous les Algériens qui possèdent une voiture ou un camion, accident. Pour chaque accident, il faut une grue, un dépanneur, un remorquage, il faut de la tôle, il faut de l'acier. Le PNB. Donc, le PNB peut monter autant
par les catastrophes et les calamités que par les bienfaits. Alors ce PNB, là, on ne sait pas ce qu'il mesure. Quand il augmente, il n'y a pas un économiste qui peut dire que les PNB augmentent parce que les Algériens vont mieux ou parce que c'est pire. On ne sait pas. Une épidémie, ça augmente le PNB. Organisons un sida national. Et le PNB va monter. Si l'employé est choyé, il sait qu'il n'est pas. Imaginez la différence entre l'employé japonais, allemand et en Amérique. Français ou français. L'employé japonais, allemand, je vous ai dit, un chômeur en Allemagne, c'est mieux que peut-être quand on voyait un salarié aux États-Unis, je n'ai pas terminé. En Allemagne, le truc de l'acier, la crise de l'acier, si vous étiez ingénieur métallurgiste, crise mondiale de l'acier, l'acier ne se font plus, donc ingénieur métallurgiste, pas de boulot, la reine. Et gros, licencié, ou Siemens, ou machin. Vous êtes licencié parce que crise de l'acier. Mais dans la loi allemande, c'est dans la constitution allemande, la compagnie, l'entreprise pour laquelle vous avez travaillé 20-30 ans, considère que vous avez contribué à tout ce qu'elle a gagné pendant ces 20 ou 30 ans. Donc elle vous doit quelque chose. Le syndicat auquel vous avez cotisé pendant 20 ou 30 ans, la même chose. Et l'État. Alors les trois, vous êtes. Imaginons, vous travaillez à l'Est de l'Allemagne, et vous voulez vous reconvertir en informatique à Hambourg, c'est l'autre bout de l'Allemagne. Eh bien, l'État, le syndicat et votre entreprise, vous avez licencié pour raison technique, fin de marché, vous payez déménagement, appartement à Hambourg, ce qu'il faut pour étudier, pour devenir informaticien. C'est pas intelligent, ça? Voilà la sécurité d'Allemagne. Pas compliqué. Les Allemands, quand l'entreprise ne fait plus de profit, ils ne jettent pas les employés dehors. Je vous donne un exemple. Volkswagen. Fusion Allemagne de l'Est, Allemagne de l'Ouest. Donc, on ne licencie pas en Allemagne. C'est très très difficile de licencier. C'est dans la Constitution aussi, parce que les syndicats font partie de la gestion, ce qu'on appelle la co-gestion. Les syndicats prennent toutes les décisions entrepreneuriales à 50% avec le patron. Alors, un syndicat qui est responsable à 50% d'une décision stratégique, est-ce qu'il va faire une grève contre sa propre décision un mois après? Il va tout faire pour que cette décision réussisse. Ce qui fait dire que les syndicats allemands et japonais sont des syndicats collaborateurs. Et que les syndicats français, anglais, américains sont des syndicats de lutte. Bien sûr, parce qu'on a un syndicat qu'on mérite. Ça a décidé un patron égoïste, arrogant, menteur, malhonnête, tricheur. Hein? Et bien on va vous le rendre. Si vous êtes un patron généreux, partageux, franc, honnête, ouvert, on va vous le rendre, on collabore. Pourquoi voulez-vous que je collabore avec quelqu'un qui me suce le sang jusqu'à la moelle? Donc je dis même, pourquoi je vais collaborer? Bon, mais c'est incroyable. Alors vous avez des livres de management qui s'écrivent aujourd'hui, alors ils en sont dans la théorie W, il y a la théorie Z, il y a la théorie Y, la théorie W. C'est les syndicats collaborateurs. Alors ce qu'ils veulent, c'est des patrons à l'américaine, des syndicats à l'allemande et des employés à la japonaise. Ça, mais si tu veux un syndicat allemand, comporte-toi en patron allemand. Tu veux des employés japonais, comporte-toi en patron japonais. Tu ne peux pas avoir le beurre, la fermière et la ferme. Non. Alors, donc, ça va, tout ça c'est autour du how to make money. Alors que l'autre capitalisme, quelle question il se pose? Quand Toyota a commencé, ou Volvo. Volvo a accepté 12 ans, si je me souviens bien, 8 ans, je pense, 8 ans, c'est Toyota, 12 ou 15 ans,
sans profit. Pas un sou de profit. Juste pour apprendre à faire des bonnes voitures. Donc, ce qu'on appelle la mission de l'entreprise, la mission stratégique, c'est pas how to make money, c'est how to make good car. Très différent. Comment faire une bonne voiture? Voilà mon problème. C'est pas comment enrichir l'actionnaire. L'actionnaire sera riche, quand ma voiture sera bonne. Pas compliqué. Bon. Alors, vous voyez un peu l'inversion? Ça va? Alors, si on va maintenant vers la nature, alors je vais vous demander de faire un petit effort d'imagination. Les lois de la nature de l'univers, c'est ce qu'on appelle des courbes de rétroaction négative. Courbes de rétroaction négative, vous parlez tout à l'heure des goûts, des ligands, des autres et tout ça. Ça me fait une anecdote pour aller lire la atmosphère. J'étais dans un congrès en Argentine de International Economic Association, la plus grande association prestigieuse d'économie du monde, qui se réunit tous les 2 ans. Alors, et il y avait un conférencier de la Banque mondiale et qui nous harcèle le discours néolibéral. Et j'étais avec un type, je sais pas si personne ne connaît Umberto Maturana? Non? Umberto Maturana est par là? Bon, c'est des génies. Ils ont créé une théorie du fonctionnement du cerveau appliquée à la planification, etc. Comment l'environnement, c'est le cerveau qui le fabrique, c'est pas une distribution, il s'est à côté de moi, de mon voisin, une lumière. Et donc l'économiste, il nous enseignait des banalités, il ajoutait les animaux. L'ours accumule, l'écureuil accumule, l'abeille accumule. Il est biologiste en plus. Il me dit, qu'est-ce que c'est que cet animal? On va le laisser continuer. On va guider là. Il dit, oh, please, stop. What are you saying? Et en plus, c'est la théorie du jeu. Hein. Vous savez ce que c'est la théorie du jeu? C'est la base de la théorie de la concurrence parfaite, la saine concurrence. C'est que si vous faites l'hypothèse mathématiquement que votre semblable est un salaud, un tricheur, un traître et un fou, votre espérance de gain est supérieure à si vous faites l'hypothèse qu'il est honnête, franc et bon. Vous imaginez? On est minouille. Alors tout ce système de management du capital financier part du fait qu'il faut faire l'hypothèse que son semblable est un tricheur, un traître, un menteur. C'est le dilemme du prisonnier. Je ne sais pas si vous connaissez de prisonniers qui veulent s'évader, etc. Et puis ils ne savent pas si l'un va vraiment collaborer avec l'autre pour s'évader. Donc ils vont même faire l'hypothèse que l'autre ne va pas collaborer, va réussir à t'évader, parce que si tu fais l'hypothèse qu'il collabore, qu'il ne collabore pas, tu es foutu. Donc probabilistement, ils vont mieux faire le pari qu'il est salaud et menteur que faire le pari qu'il est franc et honnête. Voilà d'où ça va. Donc il nous enseignait ça, théorie des jeux, mais ça s'enseigne en première année d'économie, ça. Ça s'enseigne même plus, c'est idiot, il n'y a que les Américains qui enseignent ça. Alors il nous enseignait ça avec des animaux en plus. Alors Maturana, what, please, you should make this policy that human beings are willing to be friends and collaborate. What happened with the theory? Si on fait l'hypothèse que les êtres humains veulent être amis et collaborer, être s'aimer, que devient votre théorie? Qu'est-ce qu'il répond l'Américain? Oh, that's philosophy. Philosophie. Alors moi, un ami, il ne s'est pas démonté. Il lui dit, oh, PhD, hein, monsieur? PhD, c'est philosopher et donc. Parce qu'on considère que la philosophie, c'est la mère des sciences. Philosopher, donc. À ne pas confondre avec DBA. Doctorate in Business Administration et autre chose. Un sous-doctorat professionnel, une espèce de MBA gonflé à l'hélium. Rien à voir avec le PhD. Donc il dit, PhD, hein, Dieu? Il dit, yes, then you are a philosopher.
then you have to answer. Même si c'est philosophique, tu réponds. Alors qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, si on fait l'hypothèse que les êtres humains veulent être amis, collaborer et s'entraider, ben ma théorie ne vaut plus rien. It collapses. Thank you. Alors moi je lève la main. Eh oh, attends. Vous voyez les petites questions. Vous parlez d'ours, d'écureuils. Moi je viens d'un pays où il y a des chameaux, des gazelles. Vous parlez d'ours qui accumulent, d'écureuils qui accumulent. Est-ce que vous avez déjà vu un écureuil qui accumule en faisant travailler pour lui d'autres écureuils? Un écureuil leader, crée une entreprise, écureuil, il fait travailler des écureuils, d'ailleurs il recrute en Afrique parce qu'ils sont moins chers que les écureuils canadiens, et il accumule. Est-ce que vous avez déjà vu des ours ou des lions accumuler en faisant travailler d'autres ours pour eux? Deuxième question, est-ce que vous avez déjà vu des ours ou des lions? Une fois, c'est vrai, le chef lion mange le premier, le chef ours, vous voudrez, mais une fois qu'il est rassasié, il va faire la sieste. Il laisse les autres manger. Vos patrons à vous, là, ils s'arrêtent quand de manger? Quand est-ce qu'ils s'arrêtent pour laisser les autres? Comme les lions, comme les ours que vous citez. Quand? Parce qu'il n'y a pas de partie. Bon, alors vous voyez un peu sur quelle sottise, sur quel principe idiot sont basés les pivots de ce capitalisme qui domine le monde. Alors l'autre, donc, how to make good product, ça inverse complètement le rapport. Employé d'abord, client, actionnaire. Alors pour conclure, donc, les boucles de rétroaction, ça a à voir avec la nature, avec les loups, etc. Alors imaginez un groupe de loups, et le chef loup leur dit capturons le maximum de lièvres. Premier loup venu, ben, vous êtes malade. On capture les lièvres quand on a besoin pour se nourrir aujourd'hui, demain, les lièvres ils sont là. Je vais comment ça se fait que des professeurs d'économie et de gestion ne comprennent pas un raisonnement que le dernier des loups comprend? Il n'y a pas une école de gestion où on vous enseigne de faire le minimum de profit, de faire le profit raisonnable. Non, maximum de profit. Maximum de profit, ça veut dire que vous travaillez dans les arbres, coupez le maximum d'arbres. Mais la terre ne donne pas le maximum d'arbres. Et dans les arbres, quelques. C'est ce qu'on appelle des boucles de rétroaction négatives. Négatives pourquoi? Action qui va dans ce sens, rétroaction, c'est une action qui va dans le sens inverse, qui rétablit l'équilibre. On appelle l'équilibre homéostatique. Comme la température du corps, 36, 37, 36,5, 37,5. Homéostatique. Alors toutes les lois de la nature de l'univers, c'est des équilibres homéostatiques, qu'on appelle boucles de rétroaction négatives. Alors si je reprends les loups et les lièvres, de l'imagination, le nombre de loups augmente, il arrive à un certain seuil, il y a tellement de loups qu'ils mangent les lièvres plus vite qu'ils ne se reproduisent. Donc les loups diminuent. Diminuent. À partir d'un certain seuil, il y a tellement peu de loups que les lièvres se reproduisent. Donc les loups aussi. Et ainsi de suite. Boucle de rétroaction négative. Mais que fait l'entreprise qui veut faire du profit maximum? Quelque chose qui n'existe pas dans la nature, qui n'existe pas dans la planète. Ce que fait particulièrement le capitalisme financier, que ne fait pas le capitalisme industriel entrepreneurial, parce que je vous l'ai dit, en amont, on est obligé de négocier avec ceux qui prennent soin des arbres, des poissons, des machins. Par exemple, au Japon, vous voulez acheter une voiture. Vous savez, le Japon, c'est tout petit, il n'y a pas d'espace, hein, c'est grand comme la Californie. Ils sont 140 millions d'habitants. Il n'y a rien. Japon, c'est japonais. C'est tout. Que les cerveaux japonais qui travaillent ensemble. Si vous voulez acheter une voiture,
vous êtes obligé d'aller chercher ce qu'on appelle un certificat de parking écologique. Et c'est la municipalité qui vous le délivre. Alors, il faut pour acheter une voiture. Il faut d'abord aller à la municipalité, le bureau qui s'occupe des stationnements, et faire la preuve que la voiture que vous allez acheter, vous allez la garer dans un endroit qui ne nuit en aucune façon à la nature japonaise. Alors vous dites, par exemple, il y a un jardin. Et dans mon jardin, je vais faire une place pour ma voiture. Ben, les gens de la municipalité viennent dans votre jardin. Et si dans votre jardin, là où vous voulez mettre votre voiture, il y a un arbre qui est une espèce protégée, niet. Monsieur, votre jardin, oui, mais ce n'est pas protégé. Donc, tu n'achètes pas la voiture. Vous imaginez ça aux États-Unis? Bon. Alors voilà les équilibres homéostatiques. C'est ça. Mais essayez d'expliquer ça à nos classes dominantes. Nos classes dominantes, elles veulent le modèle américain, pourquoi? Parce qu'il est séducteur, gratifiant et séducteur, gratifiant et... Professeur, Bon, il y avait un troisième objectif. alors, je vous laisse terminer le troisième objectif, c'est ça? Eh, Allez vers la conclusion très rapidement, parce que là, d'accord. vous avez moins de 10. Séducteur, gratifiant, bon, très bien. Pourquoi séducteur, gratifiant? Parce que, et facile. C'est facile d'être à la tête d'une pyramide tout seul et se poser la question, suis-je d'accord avec moi-même? N'importe quel animal peut faire ça. Mais dans le modèle allemand, japonais, que nos classes dominantes ne font pas, avant de prendre une décision, il faut discuter avec les syndicats, il faut discuter avec les écologistes, il faut discuter avec les vieux, il faut discuter avec les retraités, il faut discuter avec les filles. C'est difficile. Bon, séducteur pourquoi? Parce que leader, stratège, séducteur et gratifiant, je suis leader, je mérite tout. Je me donne 30 millions de salaire, 40 millions, je licencie, je mérite tout. Voilà pourquoi ce modèle nord-américain est dominant, le modèle financier. Parce qu'il est séducteur, facile, gratifiant. C'est tout. Et c'est ce que veulent nos classes dominantes. Nos classes qui nous dominent ne veulent pas le modèle allemand, ne veulent pas le modèle japonais, parce qu'il ne les arrange pas. C'est tout. Point à la ligne. Bon. Alors, je finis avec les boucles de rétroaction. L'entreprise, c'est qu'elle fait? Elle fait une boucle de rétroaction positive. Et aujourd'hui, je fais 1000 $ de profit. Demain, je veux 2000, 10 000, 100 000. Positif, ça, qui va dans le même sens. Mais la nature n'accepte pas. La nature, l'univers, la planète, c'est négatif. Donc, l'univers, la nature compense par une autre boucle de rétroaction positive descendante. Généralement, quand je fais 100 000 $ de profit, la nature élimine 5 baleines dans le golfe du Saint-Laurent qu'on trouve farcies de métaux lourds, poisons, qui viennent directement des usines du Général Motors. Ça va? D'accord? Généralement, quand je fais 100 000 $ de profit de plus, 30 000 chômeurs.